Toutes nos excuses pour ce léger retard. Il est 23 heures passées de quelques 9 minutes sur RTI 1. Bonsoir à tous, on regarde le titre de ce journal. Le Premier ministre a donné ce vendredi le top départ de Sauver de l'élevage à d'Abidjan. C'est là Livestock Show. 3 jours durant, 50 000 participants vont se réunir autour du thème « Rentabiliser votre élevage ». Le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, a invité les jeunes Ivoiriens à intégrer davantage le secteur des ressources animales et halieutiques. Les entreprises publiques de Côte d'Ivoire se portent bien. En 2023, elles affichent des scores intéressants avec des dividendes à hauteur de 63 milliards de francs CFA. Un guide de gouvernance et 5 livrets ont été remis aux dirigeants sociaux des dites entreprises pour améliorer davantage leurs performances. Et puis l'année 2024 a été la plus meurtrière pour les travailleurs humanitaires dans le monde, alerte l'ONU. Au total, 281 travailleurs humanitaires ont été tués dans la bande de Gaza dans l'exercice de leurs fonctions alors qu'ils fournissaient de l'aide. Voilà pour les titres. Et c'est parti pour la 3e édition du célèbre Livestock Show. C'est le Premier ministre Robert Begré-Mambé qui a donné le top départ du forum ce vendredi 22 novembre au parc des expositions dans la commune de Port-Boué. La rencontre est organisée par Next Sustainable Initiative, NSI, en partenariat avec le ministère des Ressources animales et halieutiques. Le Brésil est le pays invité d'honneur. Marie-Chantal Ancandan, Yamasso pour le compte-rendu. SILAB Livestock Show 2024 est un salon pour les productions animales. La 3e édition de l'événement s'est ouverte ce vendredi 22 novembre sous la présidence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Ce salon ambitionne de transformer le secteur grâce à des pratiques modernes et résilientes. Le SILAB est l'opportunité de mettre en lumière les progrès remarquables accomplis dans le domaine de l'élevage. C'est également le lieu où se rencontrent les acteurs de toutes les chaînes de valeur et des productions, du consommateur, en passant par les scientifiques et les politiques. Le ministre des Ressources animales a souligné l'urgence d'adopter des technologies avancées pour accroître la productivité. Le secteur de l'élevage constitue une activité économique importante pour notre pays en raison de sa contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la lutte contre la pauvreté, à l'amélioration des revenus des ménages et à la création de l'emploi. Le secteur de l'élevage affiche encore des performances très modestes en termes d'accroissement de la productivité des produits animaux dans notre pays. Ces performances sont limitées considérablement par la faiblesse des investissements publics et privés dans le secteur. Ensemble, nous avons la possibilité de transformer le paysage de l'élevage en Côte d'Ivoire. Le ministre de l'Environnement, représentant son collègue de l'Agriculture, a insisté sur la formation et l'accompagnement des éleveurs, piliers d'un élevage durable. Ensemble, nous travaillons à renforcer les filières animales et à garantir la sécurité alimentaire pour nos populations. Nos efforts visent à optimiser la production, la transformation et la commercialisation des produits d'origine animale, tout en veillant à la durabilité de nos pratiques agricoles. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement à faire de l'élevage une priorité nationale. Chers amis étudiants, vous êtes dans les écoles d'agriculture, d'élevage et de formation professionnelle. Vous vous êtes engagés dans une voie qui est très bonne. Et je suis venu ce matin au nom du président Alassane Ouattara pour vous dire que le secteur que vous avez choisi est un secteur d'avenir. En Côte d'Ivoire, nous importons pour près de 450 milliards de francs CFA en produits halieutiques. Nous importons aussi 120 à 150 milliards de francs CFA en production animale. Dans ces secteurs, nous avons plus de 100 000 emplois directs et 500 000 indirects. Ces chiffres montrent à l'évidence que le secteur que vous avez choisi est un secteur d'avenir. Engageons-nous tous à offrir aux populations ivoiriennes et à tous nos frères et sœurs qui vivent avec nous sur notre territoire des productions animales de grande classe. Le Brésil, pays invité d'honneur, s'est illustré par l'intervention de Kleber Oliveira Soares, ministre de l'Agriculture, qui a mis en avant l'importance des partenariats internationaux pour intégrer des solutions innovantes.
On poursuit ce journal avec les activités du Premier ministre. Voici déjà quelques mois que les éléphants de Côte d'Ivoire sont champions du monde de Maracana. Les éléphants vainqueurs de l'édition 2024, la toute première de l'histoire de la discipline, ont présenté jeudi leur trophée au chef du gouvernement. C'était au cours d'une cérémonie marquée par la reconnaissance des acteurs clés ayant contribué à ce succès mémorable. Retour sur le compte-rendu de Marie-Chantal Akandan. Les éléphants maracaniers ont inscrit leur nom dans l'histoire du sport mondial. Le trophée Maramonde a été officiellement présenté au Premier ministre lors d'une cérémonie. La manifestation sportive ne se serait jamais réalisée si le président Alassane Ouattara n'avait pas pris la décision d'autoriser son organisation et sa prise en charge au plan financier. Le devoir de reconnaissance nous oblige donc à lui exprimer ma gratitude et ma reconnaissance pour cette décision historique, importante et avant-gardiste qui a permis d'offrir aux Ivoiriens, aux personnes vivant en Côte d'Ivoire et aux nombreux téléspectateurs de vivre des instants sportifs très précieusement appréciés par tous. Le ministre délégué Adjei Silas Metch a qualifié cette performance d'illustration parfaite de l'excellence sportive ivoirienne. À ce succès, les acteurs de ce triomphe historique ont été décorés dans l'Ordre national du mérite sportif. Une enveloppe de 200 millions de francs CFA a été remise aux acteurs ayant contribué à la réussite de l'événement. Des journalistes de la RTI ont également été honorés, témoignant de la reconnaissance nationale envers tous ceux qui ont contribué à ce succès. Les travaux en commission se poursuivent à l'Assemblée nationale avec la CAF qui continue de recevoir les différents ministères. Les ministres Adama Kamara et Miss Belmondogo ont dans leur exposé détaillé les actions prioritaires de leurs différents programmes. Des séances qui se déroulent en présence du ministre des Finances et du Budget. Adama Koulibaly, le récit de Souleymane Denissango. Les ministres Adama Kamara et Miss Belmondogo devant la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Les projets budget au titre de l'année sont adoptés à la majorité des parlementaires présents. Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, dresse le présent rapport à la fin des échanges. La vision du président de la République en matière de solidarité, en matière de protection sociale, en matière de travail, en adéquation avec les allocations budgétaires ont été adoptées en commission. Et je pense que le président de la République n'a pas eu tort pour l'exercice budgétaire 2025 d'augmenter les allocations budgétaires à ces deux importants ministères que sont le ministère en charge de la solidarité, surtout dans une période d'année électorale qui va s'ouvrir, et le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale qui traite des questions de vulnérabilité en activité et quand on va à la retraite. Les projets budget des ministères de l'Emploi et de la Protection sociale, puis celui de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté au titre de l'année 2025 s'élèvent respectivement à 69 milliards de francs CFA et 64 milliards de francs CFA. La forte proportion du budget dédié à la protection sociale atteste de la volonté et l'engagement du gouvernement à redynamiser la croissance économique. À l'intérieur du pays, la politique de décentralisation du médiateur de la République se poursuit. Le délégué de la région de la Bagoué a été installé il y a quelques jours. À la mairie de Bundiali, la cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités politiques et administratives. Une cérémonie également en présence du président du conseil régional de la Bagoué, Ami Sissoko. Juriste de formation et ancien sous-directeur du renforcement de la cohésion sociale, Mamadou Sanogo est le tout nouveau médiateur délégué de la Bagoué. C'est le médiateur de la République, Adama Tunkara, qui a procédé à son installation à Bundiali. La médiature, c'est d'assurer la protection des droits des citoyens et l'équité dans le traitement de leurs préoccupations. Outre cette mission régalienne, la loi organique qui la régit fait du médiateur de la République un acteur majeur de renforcement de la cohésion sociale par la prévention ou le règlement des conflits communautaires. La cérémonie a réuni plusieurs personnalités, parmi lesquelles le ministre Bruno Nabanye-Koné, président du conseil régional de la Bagoué.
Il a souligné l'importance de cette nomination, précisant que la représentation du médiateur de la République contribuera à renforcer le vivre ensemble. Chers médiateurs délégués, vous aurez à entendre les préoccupations de nos communautés, à capter leurs attentes. Vous devrez les aider à lever les incompréhensions avec l'administration, à apaiser les tensions éventuelles. Mamadou Sanoro succède à Siele Sédou Koulibaly. Ce dernier avait en charge la Bagoué, le Poro et le Tchologo. Dans les prochains jours, mon équipe et moi allons parcourir les départements, les sous-préfectures, les villages et les hameaux de la région pour présenter l'organe de médiation. Ce sera une occasion pour sensibiliser les populations à la paix. L'événement s'est poursuivi par la visite des locaux de la délégation régionale du médiateur de la République, spécialement aménagée pour offrir un cadre propice à la gestion des conflits et à la médiation. Pour faciliter ces déplacements, Mamadou Sanoro a également reçu un véhicule de commandement. C'est un projet majeur de la Direction générale des impôts qui viendra améliorer les recettes fiscales. Je vous parle du recensement électronique des parcelles et des activités économiques. Le procédé vise à mettre à jour les informations fiscales par le rattachement des activités économiques, aux parcelles cadastrales. Le lancement a eu lieu le 14 novembre dernier. On en parle avec Léon Brou. 3 données essentielles pour l'identifier: situation géographique, parcelle occupée, activité économique de l'entreprise. Un processus, 2 modes de recensement, l'auto-recensement physique ou papier et l'auto-recensement numérique. C'est une application intuitive et collaborative qui est mise en place avec des applications web également. L'application va être téléchargée à travers des stores pour vous recenser de façon autonome, le recensement assisté également, où nos équipes seront à vos côtés. Concrètement, ce recensement consiste à rattacher les sociétés aux parcelles qu'elles occupent sur le territoire national. Ainsi seront-elles identifiées avec précision et leur gestion par la Direction générale des impôts simplifiée. S'en trouveront plus juste et adapter le calcul de l'impôt dû et améliorer l'assiette et la recette fiscale de l'État et des collectivités. En ce qui concerne les impôts professionnels, en 2022, nous avons 48 milliards précisément, et en 2023, nous sommes passés à 56 milliards. Alors vous comprenez bien qu'avec les méthodes traditionnelles, nous avons constaté de telles évolutions. Maintenant, si nous intégrons l'applicatif informatique avec tout son arsenal d'intuition, de souplesse et d'interactivité, vous comprenez que les recettes seront forcément bonifiées parce que les méthodes seront adaptées aux nouvelles exigences. 6 mois, durée du REPAE, le recensement électronique des parcelles et activités économiques. 3 pour la sensibilisation et la géolocalisation des entreprises, couplée en 1 mois d'une opération test dans la commune de Makori, à Boisseau, Dabou et Korogo. Je vous le disais en titre de ce journal, dans le cadre de la gestion des entreprises publiques, 63 milliards de francs CFA de dividendes ont été enregistrés au titre de l'année 2023 en Côte d'Ivoire. Pour améliorer ses performances, de nouveaux outils pour promouvoir la bonne gouvernance et la gestion optimale ont été mis en place par la Direction générale du portefeuille de l'État. Un guide de gouvernance et 5 livrets ont été remis aux dirigeants sociaux des dites entreprises publiques, un référentiel pour la production des bilans de gouvernance annuels des conseils d'administration. Plus de détails avec Lanciné Bakayoko. Même s'il reste encore des marges de progression importantes, les 87 entreprises publiques que compte le portefeuille de l'État ont réalisé des dividendes de l'ordre de 63 milliards de francs CFA. Un pas important a également été observé dans la gouvernance. Ce sont 35 directeurs généraux qui disposent aujourd'hui d'une lettre d'émission. Ce sont 49 conseils d'administration qui ont été évalués par les cabinets indépendants. Et ce sont 25 conseils d'administration qui ont procédé à une auto-évaluation. La rentabilité de ces entreprises publiques est d'autant urgente que la Direction générale du portefeuille de l'État a mis en place de nouveaux instruments destinés à promouvoir les bonnes pratiques en matière de gestion. Une demi-dizaine de livrets de l'administrateur et un guide de gouvernance. Pour chacune des parties prenantes, ces documents représentent incontestablement des supports de référence et d'aide à la gestion. Ce guide de gouvernance, dont la présente cérémonie consacre la présentation, ainsi que les 5 livrets se rapportant aux attributions et au fonctionnement des organes sociaux
et des assemblées d'actionnaires sont des productions inédites de notre département. La mise en pratique scrupuleuse des principes et mesures qui y sont référencés permettra à nos sociétés de renforcer leur alignement aux normes des meilleures pratiques en matière de gouvernance. Ce sont des documents qui, de notre point de vue, sont utiles pour une montée en puissance rapide des nouveaux administrateurs. Ils devraient également permettre une meilleure connaissance des délimitations des pouvoirs des dirigeants sociaux, ce qui éviterait les conflits de compétences. Tous ces changements devraient contribuer à une meilleure amélioration de la croissance générale des entreprises publiques et à une interaction des parties en présence. Dans le domaine des sciences juridiques, l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a célébré récemment le professeur Francisco Djedro Melej, un hommage à une figure incontournable des sciences juridiques, administratives et politiques, un colloque international organisé pour saluer l'engagement de ce grand intellectuel ivoirien et africain. C'était en présence de plusieurs personnalités de haut rang, dont le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, Sephora Zegui, Jacob Kinimboa. Professeur titulaire de droit public, ancien doyen de la faculté de droit à l'université Félix Houphouët-Boigny et fervent défenseur de la formation des juristes en Afrique, le professeur Francisco Djedro Melej a consacré sa vie à l'enseignement et à la recherche. Ses anciens étudiants, mais également ses collègues venus de la France, du Sénégal et du Burkina Faso, entre autres, reconnaissent le travail qu'il a effectué au sein de la faculté des sciences juridiques et ceux de son vivant. Il a dédié une grande partie de sa vie dans l'enseignement, à transmettre la connaissance, à engendrer des esprits. Et maintenant, il a fait ce droit à la retraite. Il nous a tous encadrés. Il m'a beaucoup poussé pour que je puisse soutenir ma thèse. Et je crois que c'est un hommage mérité pour quelqu'un qui a donné beaucoup à la Côte d'Ivoire. Ce colloque international a permis de tisser des liens entre les générations d'enseignants, d'étudiants et de professionnels du droit, renforçant ainsi l'héritage du professeur Melej. Savoir qu'on a été étudié dans la société, qu'on a été étudié à l'université, dans les universités, et que les autres vous reconnaissent vos statuts. Et cette forme de reconnaissance et de gratitude, ça me va vraiment droit au cœur. La présence de Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, une reconnaissance institutionnelle forte qui a renforcé l'importance de l'événement. Pour lui, Francisco Djedro Melej est un modèle de rigueur académique. La Côte d'Ivoire vous est particulièrement reconnaissante pour votre participation républicaine et votre rôle essentiel en tant que secrétaire général du Conseil constitutionnel et membre du comité d'experts chargé de la rédaction de l'avant-projet de ce qui constitue aujourd'hui la norme fondamentale de notre pays, la Constitution du 8 novembre 2016. Je voudrais ainsi joindre ma voix à celle de vos pairs et de toutes les personnes réunies pour rendre un hommage mérité et appuyé à l'homme de devoir que vous avez été pour l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire et ailleurs. Je voudrais surtout vous exprimer mes vives félicitations pour cette carrière bien remplie. Les échanges ont permis de revenir sur les grands axes de l'œuvre académique du professeur Francisco Djedro Melej, qui a marqué la scène scientifique internationale. Des thématiques comme le droit public africain, la gouvernance démocratique et les défis politiques du continent ont été abordés par des chercheurs, tous animés par un profond respect pour l'homme et son œuvre. L'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement initie une caravane à l'intérieur du pays. Dans sa tribune Focus Développement, une immersion a été faite dans la région d'Unzi. Elle montre notamment les infrastructures sociales réalisées par le Conseil régional au profit des populations. Kader Sogodogo. Focus Développement, la tribune d'expression de l'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement, est dans la région d'Unzi. Objectif, mettre en relief les atouts et les réalisations locales. C'est pour venir en aide au président du conseil régional, son équipe, pour qu'on puisse relayer tout ce qui a été entamé comme action du gouvernement au niveau de la région d'Unzi. Invité de la tribune, Nguessan Kofi Lataï, président du conseil régional. Construction et réhabilitation d'infrastructures sociales,
adduction en eau potable, accès à l'éducation, à la santé, etc. Les réalisations sont nombreuses. Je vous dis merci et surtout au ministre de la Communication pour cette stratégie, cette approche qui vous permet de venir vers là où se trouvent les informations. Et je souhaite que cette initiative se perpétue et s'étende aux autres régions. Bokanda, Kwasi Kro et Timbokro, l'Union des journalistes pour la promotion des actions du gouvernement va 3 jours durant sillonner la région d'Inzi. La presse de proximité, une donne également soutenue. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a initié récemment à Abidjan la 9e édition des Journées nationales de la transformation. Les JNT 2024 ont pour thème la contribution du secteur de l'agro-transformation dans la politique de souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Elles ont pour objectif de mettre en place des stratégies en vue de booster le secteur de l'agro-industrie pour une amélioration de la sécurité alimentaire dans notre pays. Les précisions de Franck Quadio. Les journées de la transformation, 3 jours dès le 21 novembre, dédiés à décortiquer projets et initiatives à même d'accompagner la politique nationale en matière de sécurité alimentaire. Le cacao qui est torréfié avec des épices, des saveurs, comme la tiéké, voilà, des produits que l'on ne trouve pas en fait en France. La Côte d'Ivoire a fait d'énormes progrès. Saluer CDT, IDT, qui ont été les maîtres d'œuvre de l'évolution de ce protocole d'accord entre l'État indien et la Côte d'Ivoire dans le domaine du transfert des technologies. Produits locaux, intrants, méthodes de stockage et de transformation. Ces journées portent bien leur thématique, la transformation du secteur de l'agro-transformation dans la politique de la souveraineté alimentaire en Côte d'Ivoire. Ce qu'on peut faire avec vos produits, comment on peut leur ajouter de la valeur, comment vous pouvez créer de la richesse chez vous. On perd beaucoup de choses, on perd la première matière importante pour un homme, pour se construire, c'est l'information. Ces 9e journées de la transformation ont pour objectif de promouvoir l'entrepreneuriat agro-industriel. Nous avons goûté les produits du CIDT et de plusieurs autres centres. Ils sont très agréables. Nous devons encourager les fabricants de machines pour aller plus haut, plus loin et plus rapidement. Point d'orgue, le concours de la meilleure transformatrice et du meilleur équipementier, en plus de panels et autres expositions, ont meublé ces 9e journées de la transformation qui ont lieu au parc des démonstrations et de la transformation des technologies. Dans le département de Boundiali, plus de 300 femmes de la localité de Diogo ont reçu de foyers améliorés, un don rendu possible grâce à un partenariat entre le premier magistrat de la commune et des structures partenaires du conseil municipal. Le projet vise à préserver la forêt et à lutter contre le changement climatique. Il va à terme améliorer les conditions de vie des bénéficiaires tout en soutenant la transition écologique en milieu rural. Ami Sissoko. À Diogo, localité située à 30 km de Boundiali, plus de 300 femmes bénéficient de foyers améliorés. Ce don, fruit d'un partenariat entre la ministre Maria Tokone, l'ONG italienne APSI et le géant pétrolier Eni, s'inscrit dans une initiative visant à préserver les forêts et à lutter contre le changement climatique. Elle a mis son ténia là-dedans et elle va allumer. Ces foyers améliorés réduisent l'exposition aux fumées toxiques et diminuent la dépendance au bois de chauffe. Maman Danyogo, tu as déjà préparé sur le foyer. Faut nous dire un peu. Quand tu veux préparer dessus, avec le pharo, en ordre de 1 semaine, ça fait 1 mois. Donc c'est très bon. En venant ici, nous ne savions pas qu'on aurait eu un tel engouement avec ce projet des foyers. Mais aujourd'hui, je pense que l'expérience et les retours nous enseignent et que nous sommes dans une démarche qui va impacter durablement la vie des femmes et la vie des communautés ici à Diogo. Marraine de cette cérémonie, la ministre Maria Tokone a rappelé que ce projet traduit l'engagement du gouvernement ivoirien dans la transition écologique. Ma présence à cette activité traduit l'intérêt du gouvernement à s'engager résolument dans la lutte contre le changement climatique, pour la protection de la nature
et la préservation de l'environnement. Depuis le lancement de ce projet en juin 2024, ce sont 13 000 foyers améliorés qui ont été distribués par AFSI dans 43 villages de la Bagoué. On reste à l'intérieur du pays avec le nouveau directeur pays de l'Agence coréenne de coopération internationale KOICA qui était dans la région de Béquet. Une visite de terrain pour évaluer l'état d'avancement du projet lié à la prévention et au traitement des cas de fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Le projet est également soutenu par l'UNFPA qui encourage les porteuses de fistules à se faire soigner. Kader Sogodogo. Le nouveau directeur pays de l'Agence coréenne de coopération internationale, KOICA, en séance de travail avec les prestataires de santé, les représentants de la société civile, des porteuses et ex-porteuses de fistules obstétricales, engagés dans des activités génératrices de revenus dans le Béquet. À Boaké, cette rencontre vise à évaluer l'état d'avancement du projet de lutte contre la fistule obstétricale dans la région. Un programme en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA. Nous allons, avec l'UNFPA et le gouvernement, après cette mission, évaluer ce que nous avons vu et avoir des discussions, n'est-ce pas, sur la question. Lors des échanges, les partenaires du projet ont plaidé pour son prolongement au-delà de la phase 3 prévue s'achever en 2024. Lancé en 2012, le projet de lutte contre la fistule obstétricale en Côte d'Ivoire a permis de réaliser 3500 interventions chirurgicales durant les phases 1 et 2. La phase 3 du projet en cours de réalisation prévoit 2700 interventions. Le programme a également soutenu 1500 activités génératrices de revenus pour faciliter la réintégration des ex-porteuses de fistules dans leur communauté. On parle maintenant de politique avec le mouvement Génération Capable MGC qui a organisé une conférence de presse hier jeudi. Au cœur de la rencontre avec la presse, l'annonce de la convention ordinaire du parti prévue le 30 novembre prochain à Moossou dans la commune de Grand Bassam. Un compte-rendu de Julien Gogo et Godefroy Kambawa. La première convention ordinaire du mouvement des Générations Capables est prévue pour ce 30 novembre 2024. Au cours de cette conférence de presse, Tapé Kipri, président du comité d'organisation, en donne le contenu. La convention est une instance importante dans la vie ou le fonctionnement du MGC. Le MGC se doit de se préparer à ce rendez-vous important de la vie de notre nation. La présente rencontre avec vous, chers amis de la presse, a pour objet d'annoncer la tenue de la convention. Pour les sujets, il sera question principalement d'adopter le projet de société et le programme de gouvernement du mouvement des Générations Capables. Le MGC fera le choix du candidat du mouvement des Générations Capables à l'élection présidentielle prochaine. Le conférencier a saisi l'occasion pour décliner les ambitions de son parti. Pour lui, le MGC entend construire une nouvelle Côte d'Ivoire avec de nouvelles valeurs. À la question de savoir si Simone Eivé, président du MGC, serait candidate à la convention, sa réponse est claire. Oui, pour le moment, elle a déposé sa candidature. Est-ce qu'elle est seule? Pour le moment, elle est seule. Pour le moment, elle est seule. 6148 participants sont attendus à cette convention. Ils sont issus des délégations locales et des représentations extérieures du MGC. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, des ex-combattants devenus ambassadeurs de la paix dans la région du Tonkoui, du Guémon et du Cavali ont rencontré le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes. Ils ont informé Albert Flindé de leur disponibilité à sensibiliser la population à cultiver la paix, l'amour et le vivre ensemble pour la présidentielle 2025. Chris Diomandé, Siaka Kone. Ces jeunes ex-combattants, aujourd'hui ambassadeurs pour prôner la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, ont répondu à l'appel du ministre-gouverneur Albert Flindé en présence du chef de cabinet de la présidence Claude Saï. Porteurs de bonnes nouvelles, ces jeunes ont exprimé leur volonté à sensibiliser les populations pour des élections apaisées en 2025. Le chef de l'État, le président de la République Alassane Ouattara, qui a été toujours à notre côté, par le bien de son représentant, pour dire qu'il peut compter sur nous. Comme nous l'avons si bien fait. Vous avez vu les élections passées, il n'y a pas eu de problème dans le Cavali.
ni partout un peu, là où nous étions présents. Le vivre ensemble est plus important. Nous devons vivre dans la cohésion, dans le pardon, faire l'amitié à ceux qui ont voulu vivre avec nous. Pour le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, cette initiative est à encourager. Je dois rappeler que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a toujours eu une oreille attentive aux préoccupations des ex-combattants, aux préoccupations de la jeunesse en général. Et donc, si aujourd'hui ces jeunes-là sont venus nous voir, je leur ai dit que le président de la République et les plus hautes autorités de ce pays seront informés de leur intention et de leur offre. Tous les cadres de notre district seront saisis de cette initiative et nous allons faire en sorte que notre région, nos 3 régions, soient des régions de paix. Les ambassadeurs de la paix entendent multiplier les actions dans toutes les 3 régions du district en vue de sensibiliser les populations à cultiver le vivre ensemble dans le Tongpi, le Guémon et le Cavali. Dans l'actualité internationale, selon les Nations Unies, l'année 2024 a été celle au cours de laquelle le plus grand nombre de travailleurs humanitaires, d'agents de santé, de livreurs et d'autres humanitaires ont été tués. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, le conflit au Moyen-Orient sont la cause principale de 281 décès d'humanitaires survenus dans le monde cette année. Au total, 268 des humanitaires tués, y compris des employés de la Croix-Rouge, du Croissant Rouge, étaient des employés nationaux, tandis que 13 étaient des employés internationaux. Sur la base de données de vendredi, quelques 230 travailleurs humanitaires ont été tués dans les zones palestiniennes occupées. Il n'est pas précisé s'il s'agit de Gaza ou de la Cisjordanie. On s'arrête ici pour cette édition. Je vous souhaite un agréable week-end sur RTI 1. Bonsoir.